Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi pour le JT des territoires, puis Territoire d'Info, puis l'actualité parlementaire et politique. JT des territoires dans un instant, l'invité politique, eh bien ce sera Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes qui sera sur notre plateau tout à l'heure. Et enfin, l'actualité parlementaire et politique en troisième partie d'émission. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On ouvre ce journal par la visite surprise du président de la République. Emmanuel Macron s'est invité à la dernière minute, selon ses mots, à un débat citoyen à Bourg-de-Péage en marge de sa visite dans la Drôme. Devant environ 300 personnes, dont une poignée de gilets jaunes, il s'est prêté pendant plus de 3 heures au jeu des questions-réponses et a apporté quelques précisions. Une opération réussie ou non pour le président? Écoutez quelques réactions à la sortie de cette réunion. Bon, il a été à l'écoute pour la soirée. À présent, c'est le résultat final qui compte. Et aujourd'hui, moi j'ai entendu un président qui avait l'air d'avoir entendu les demandes en fait, des citoyens et qui allait, je pense, arriver à les écouter et à changer des choses s'il y avait besoin. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant parce qu'on se dit bon. Tout à fait autre chose à présent. Dans la station de ski de Courchevel, la solidarité s'organise. Le week-end dernier, un incendie mortel a touché un immeuble logeant des saisonniers, faisant 2 victimes et plusieurs blessés. Particuliers et commerçants se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés, comme le montre ce reportage de Juliette Vincent pour 8 Mont-Blanc, une chaîne partenaire de cette émission. Depuis la catastrophe de dimanche, Courchevel connaît un fort élan de solidarité. La majorité des sinistrés ont tout perdu dans l'incendie. Les commerçants, les saisonniers, mais aussi les habitants tentent de les aider à surmonter cet épisode tragique. Le restaurant Chez Gaston est à l'initiative d'une collecte de vêtements. Vu que c'est le bâtiment qui a pris feu et appartient au groupe pour qui on travaille, on a eu l'initiative le matin même de pouvoir de mettre ça sur Facebook et de demander la solidarité des gens pour pouvoir rhabiller tous ces gens qui ont tout perdu en 1 heure de temps, quoi. Cette démarche est un succès. La salle mise à disposition pour la collecte ne désemplit pas. Les dons sont nombreux. J'ai dû amener 2 pulls, des t-shirts manches longues, une paire de chaussettes, enfin des choses qui sont encore en bon état mais que je mettais plus et que j'ai décidé de donner. On a besoin d'être solidaires entre nous, ça aurait pu nous arriver et on a besoin d'aider ces personnes qui ont tout perdu. Donc voilà, même si c'est quelques affaires, je trouvais ça important de faire ce geste-là et d'être solidaire. Tous les dons sont triés par une dizaine de bénévoles. Les sinistrés peuvent trouver des produits de première nécessité et de quoi s'habiller provisoirement. On vient de mettre en place le système, donc les premiers qui sont venus vont prévenir les autres parce que comme ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus rien pour dialoguer. Donc du coup, de bouche à oreille, ils vont venir les uns pour les autres et puis se servir et prendre de quoi ils ont besoin. Une cagnotte a également été mise en ligne sur Litchi en soutien aux saisonniers victimes de l'incendie. Pour le moment, plus de 6 000 € ont été récoltés. Dans cette affaire, on a appris que la piste criminelle est désormais privilégiée. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'établir qu'une dispute entre 2 personnes avait été entendue peu avant l'incendie déclenché. Tout à fait autre chose, on ouvre une page santé. Un maraîcher a décidé de miser sur le marché des microalgues. Située en Loire-Atlantique, cette entreprise a décidé il y a 2 ans de consacrer une partie de son activité à la production de spiruline, une microalgue aux nombreuses vertus pour la santé. Le premier bilan est prometteur. Regardez le reportage de Télénantes, notre partenaire. Dans ces serres, depuis 2 ans, les bassins ont remplacé les plantations de tomates. À l'intérieur, ce qui pourrait devenir le nouvel or vert, des plantes de spiruline. Une microalgue utilisée comme complément alimentaire et dont la production requiert la plus grande attention.
La spiruline, c'est une microalgue qui est très très stable génétiquement. Par contre, la spiruline, elle peut subir un excès de soleil. Donc, tous les jours, on doit faire attention à ça. On doit faire des observations microscopiques, faire des dosages minéraux, etc., pour voir la bonne qualité de notre culture. Actuellement, compte tenu des conditions météo, la culture est au ralenti. Elle tournera à plein régime à partir d'avril. 4 tonnes devraient être produites sous différentes formes. On va prendre la culture, on va la récolter par tamisage, la rincer, la récolter à nouveau, on va pouvoir la presser et cette pâte de spiruline verte, on va pouvoir la consommer fraîche ou surgelée ou sinon procéder à un séchage par un séchage très doux qui ne dépasse pas la température du bassin et c'est ça qui va nous donner les paillettes. Au sein de l'entreprise familiale de maraîchage, Stéphane Olivier a décidé d'investir près de 2 millions d'euros, dont une partie de fonds alloués par la région. Un pari qui s'appuie sur une vraie tendance, celle de la nourriture santé. On est sur un produit de très grande valeur, avec un marché qui est aussi en croissance, en développement. Donc je dirais que le risque, il n'est pas de ce côté-là. Le risque, il est plutôt dans la maîtrise et dans le résultat de ce que l'on voulait faire en termes de qualité, par exemple, en termes de productivité, en termes de prix, de revient. D'ici quelques semaines, OMA ouvrira sa boutique de vente directe en ligne. En attendant, elle s'est associée avec plusieurs entreprises agroalimentaires locales, dont la Fraiserie et Baye-Vert. Toutes les initiatives sont bonnes. Direction Rambouillet à présent dans les Yvelines, pour un job dating. Ces rendez-vous de l'emploi s'adressent aux salariés d'une entreprise en difficulté. Une possibilité de reclassement pour les anciens salariés de l'entreprise Viapac, mise en liquidation judiciaire il y a quelques semaines. Christophe Rigaud de Via Grand Paris a assisté à ce rendez-vous. Regardez. Un job dating pour les 95 salariés de la société Viapac. C'est l'événement organisé au sein du Smart City Campus, le lieu où était installé leur site de production, aujourd'hui à l'arrêt, suite à la liquidation judiciaire prononcée en décembre dernier. Pour moi, c'est la suite logique. Je veux dire, on peut être représentant du personnel, mais il faut assurer le service après-vente, comme on dit. On ne peut pas dire c'est Noël, c'est fini, au revoir, on passe à autre chose. Pour moi, c'est un devoir. On a l'occasion de rencontrer différentes boîtes, différents directeurs, des entreprises pour lesquelles on n'aurait jamais pensé pouvoir postuler. Le Smart City Campus, le comité d'entreprise de Viapac et la députée Aurore Berger ont organisé cet événement, un élan de solidarité pour le tissu économique rambolitain. L'idée, c'est de faire de cet événement, qui était toujours un événement évidemment douloureux quand une entreprise ferme et quand en plus elle a été si importante pour le territoire, créer des nouvelles opportunités. 25 entreprises du Sud Yvelines, des grands groupes, des PME et des TPE, présents pour trouver de la main-d'œuvre et rendre possible le reclassement de ces personnes. C'est un profil qu'on peut trouver notamment chez les personnes qui travaillaient chez Viapac. Donc j'en ai rencontré plusieurs qui avaient à peu près ce profil. À la fin de la journée, 15 contrats ont déjà été signés. D'autres salariés ont un deuxième rendez-vous de prévu pour approfondir le premier entretien. Quand les nouvelles technologies nous aident à vivre, nous restons dans le domaine des nouvelles technologies justement, ou des casques de réalité virtuelle pour le bien-être des personnes âgées. Ils ne sont plus réservés qu'aux joueurs de jeux vidéo. Dans les Côtes-d'Armor, une maison de retraite propose ce type de casque à ses résidents. Cela permet de diminuer le stress et d'apaiser les angoisses des personnes âgées. Un reportage sur pièce de Mathilde Kelmener pour la chaîne TBO. On peut faire le Louvre si vous n'y avez jamais été. Jamais, non, jamais. Ah bon, alors c'est parti pour le Louvre, Marie. Grâce à la réalité virtuelle projetée dans ce casque, cette résidente de 93 ans visite le Louvre. Elle peut bouger son corps pour voir ce qui l'entoure. Pour cette séance, elle avait demandé des vidéos de Paris. Auparavant, elle est allée sur l'île de la Réunion et elle est retournée sur l'île de Bréa. L'île de Bréa, j'avais pas vu, je m'occupais du petit, on a mangé des casseroles sur la plage, et on est resté sur la plage pratiquement quand on y a été. Alors. Là, j'ai mieux vu quoi maintenant, en réalité. Le dispositif permet aux résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'EHPAD de Tréguier, de sortir de ces 4 murs et de tester de nouvelles activités. Allez, c'est parti pour le saut en parachute. Il y a des résidents qui venaient à chaque fois, toutes les séances, pour les remettre. Il y a des résidents qui ont fait, 30 sauts. Ils sont très amusés, en fait. C'est les barrières, c'est nous qui nous les mettons, mais c'est pas eux, ils sont très ouverts. C'est super sympa. Pendant 3 mois, à la demande de l'entreprise qui a conçu le concept, un laboratoire à Rennes a réalisé une série de tests et les résultats sont concluants.
Globalement, il y a moins de stress. Des personnes qui avaient des phases d'angoisse, notamment le soir, on arrivait à passer ces phases d'angoisse par une utilisation assez courte qui permettait de se concentrer sur autre chose. Et du coup, on n'arrivait pas à la scène de crise, d'hystérie qui peut être liée des fois à très, très fortes angoisses. Début 2019, la commercialisation sera lancée. À Tréguier, résidents comme soignants sont déjà conquis. Une belle initiative. Voilà, dans un instant, c'est les unes de la presse quotidienne régionale, puis le club de la presse. À tout de suite. Avant ce club de la presse, Saveria, c'est la une du Dauphiné libéré. Emmanuel Macron, évidemment, face aux citoyens. C'était dans la Drôme. Et cette image du président discutant, échangeant avec un gilet jaune, 3 heures de discussion avec des citoyens à beau rang de péage. Pour la première fois, le président s'est retrouvé confronté à un gilet jaune. Il lui a répondu sur la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et sur les sans-abri, sur l'ISF. Emmanuel Macron dit assumer complètement sa politique, au menu des échanges également, sur la santé, la taxe d'habitation, le glyphosate. Emmanuel Macron qui a écouté les critiques et tenté d'y répondre. Voilà, et le grand débat est à la une de Midi Libre, le grand quotidien d'Occitanie ce matin. Grand débat, concertation, cahier de doléances, la discussion est lancée. Que voulez-vous sur le pouvoir d'achat, la fiscalité, la démocratie? Midi Libre ouvre ses colonnes à des lecteurs citoyens pleins d'idées. Et puis à lire également l'interview d'Edgar Morin à 97 ans. L'intellectuel s'exprime sur la crise des Gilets jaunes. Il s'insurge contre le profit déchaîné. Voilà, contre la réforme de Jean-Michel Blanquer, la colère des profs à la une de Paris-Normandie ce matin. Les profs contre la réforme Blanquer, les réformes des lycées généraux, de la voie professionnelle et du baccalauréat vont accroître les inégalités de la sélection entre élèves et établissements. C'est la crainte des enseignants qui se mobilisent aujourd'hui dans toute la France. Ils craignent une cartographie profondément inégalitaire de l'offre de formation. Ils dénoncent également une logique comptable qui va laisser sur le bord de la route bon nombre d'établissements scolaires. À la une du Progrès de Lyon, une question. Y a-t-il moins de cancers en Rhône-Alpes? Les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes décèdent en moyenne un peu moins de cancers que dans le reste de la France. Pour la première fois, une grande étude compare sur plusieurs années la proportion de cas de cancer et de décès à l'échelle des régions et des départements. Selon les documents publiés pour le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, les habitants de cette région décèdent un peu moins que le reste de la population métropolitaine. C'est vrai aussi pour le Rhône. Les situations sont pour autant contrastées selon le type de la maladie, selon le département. Il s'agit notamment des cancers du poumon, de l'œsophage ou du larynx. Voilà, et on termine avec l'Alsace et les bouteilles consignées qui disparaissent. Les bouteilles consignées qui disparaissent peu à peu. La consigne pour ces bouteilles, elle n'existe plus qu'en Alsace, justement. Mais là aussi, la pratique est menacée. Un réseau va être lancé en février pour défendre le consigné auprès de la grande distribution, le rendre plus visible, plus accessible pour le consommateur. En Alsace, de nombreux supermarchés collectent donc ces bouteilles avant de les rendre aux brasseries. Ah, c'est votre cas d'ailleurs. Merci Saveria. On se retrouve en troisième partie de cette émission pour l'actualité parlementaire et politique. On passe au club de la presse dans un instant. Samuel Ribaud est avec nous. Bonjour Samuel Ribaud, vous appartenez à l'agence locale de presse, l'ALP. Vous êtes donc bien placé pour observer ce qui se passe dans ce débat national qui a lieu dans les territoires, notamment dans la Drôme. Rencontre hier avec les élus à Valence pour Emmanuel Macron. On va y revenir avec Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Ils ont échangé de nombreuses choses, on va en parler. Puis rencontre avec des citoyens lors d'un débat organisé à Bourg-de-Péage. C'est également dans la Drôme, une rencontre non inscrite à l'agenda. Terminologie de l'Élysée, quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron dans cette affaire? En deux temps, au fond. Oui, en deux temps. Je me disais, en venant, que Emmanuel Macron, on avait un petit peu oublié, avec les difficultés qu'il traverse, le brio, la vista avec laquelle il avait conquis le pouvoir. Alors ça s'est fracassé sur le mur des réalités, de l'exercice du pouvoir, puisqu'on sait qu'en France, on est très doué pour conquérir le pouvoir et on est parfois moins habile pour l'exercer. Et il semble que la séquence qui a été ouverte avec le grand débat, pour l'instant, il la maîtrise, il la contrôle. Il pourra probablement pas tenir jusqu'à la mi-mars avec des réunions avec les seuls représentants élus, type maires et élus territoriaux. Mais néanmoins, il l'a prouvé hier, en se jouant d'ailleurs de Laurent Wauquiez de manière assez
probablement jubilatoire pour lui, avec cette rencontre du soir, inopinée, de proximité, alors que le patron des Républicains lui avait reproché de vivre dans une bulle quelques heures avant. Alors ces deux hommes, Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, ne s'étaient jamais entretenus officiellement depuis que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris la tête des Républicains en décembre 2017, je crois. Jean-Luc Mélenchon a désigné cette rencontre, il a dit que c'était comme un parfum de grande coalition. Ouais, Jean-Luc Mélenchon, il a un petit peu disparu ces derniers temps. On sait que ses prises de position ne lui ont pas valu, loin s'en faut, de progresser dans les enquêtes d'opinion. Donc là, il a saisi une opportunité de jouer la carte du rassemblement vous savez, c'était l'ancienne de l'UMPS qui était ressassée à l'envi par Marine Le Pen. Donc je pense que c'est vraiment une péripétie. Après, la rencontre de ces deux hommes, c'est très intéressant parce que finalement, au-delà de leur positionnement politique, ce sont deux jeunes hommes brillants qui ont fait les études les plus prestigieuses qui soient, qui fonctionnent très très bien, très très vite. C'est ce que disent tous les gens qui les ont côtoyés. Et l'un est arrivé au pouvoir sans exercer un seul mandat et l'autre a fait une carrière plutôt à l'ancienne, Laurent Wauquiez, qui pour l'instant l'a pas mené très très loin, si ce n'est d'avoir occupé des fonctions gouvernementales sous Nicolas Sarkozy. Alors, le patron de LR a plaidé lors de ce tête-à-tête avec le chef de l'État, il a dit qu'il avait essentiellement traité de dossiers régionaux. Oui, on peut le supposer. De toute façon, il est quand même président de région. Les débats induits par la crise des Gilets jaunes sont des débats éminemment locaux et territoriaux. Et puis, il est vrai que la région Rhône-Alpes est riche, mais elle a quand même aussi des poches de pauvreté dans lesquelles il y a certainement des sujets qui étaient nécessaires d'aborder. Alors, à la fin de cet entretien, il a dit un débat s'est allé directement échanger avec les Français. Il parlait d'Emmanuel Macron. La séance d'aujourd'hui, c'est très bien. Il parlait de la séance avec les élus, ce déjeuner donc à Valence. C'est une mise en scène très rodée. Ce sont des invitations filtrées, des prises de parole organisées, une réponse calibrée. Mais ce n'est pas ça un débat. Or, justement... Voilà. Le soir même, Emmanuel Macron s'est rendu à Bourg-de-Péage pour un vrai débat. Donc, il n'avait visiblement pas été informé par l'Élysée de ce qui allait se passer un peu plus tard. Puis je vais vous faire une réponse en deux temps. La première, c'est que les rencontres organisées avec des militants qui viennent faire la claque et finalement une prise de risque quasi inexistante. Laurent Wauquiez sait ce que c'est, puisqu'il avait lui-même orchestré une rencontre avec un faux gilet jaune, qui était en fait un militant qu'on avait fait venir. Vous vous en rappelez, c'était au début de la crise. Donc je pense qu'en termes de rencontres organisées, il savait de quoi il parlait. Et parallèlement, et ça c'est la politique et elle est cruelle, Emmanuel Macron a quand même bien dû rigoler, si vous me permettez l'expression, lorsqu'il s'est entretenu en tête-à-tête avec Laurent Wauquiez, qu'il a entendu ce que Laurent Wauquiez avait à dire sur son absence de proximité, sachant que le soir même, il serait avec, je crois, 300 personnes à Bourg-de-Péage. Dont des gilets jaunes avec lesquels il a échangé. Donc, alors justement, la dans première cet rencontre échange, s'est soldée par une entourloupe qui a fonctionné. Dans cet échange, il a dit « J'assume totalement cette politique ». Il a répondu cela à un gilet jaune, notamment sur la réforme de l'ISF, qui est en question tout le temps, qui revient dans les revendications des gilets jaunes, la suppression de l'ISF. Oui, c'est le marqueur sur lequel tout le monde s'arc-boute. On n'imagine pas Emmanuel Macron revenir dessus. C'est très difficile en même temps de mesurer l'impact de cette disposition, sachant que lui prétend que si l'argent économisé par les contribuables les plus riches repart dans l'économie, c'est quelque chose de vertueux. On est bien en peine de le mesurer. Je crois que les instituts statistiques, eux aussi, sont bien en peine de le mesurer. La seule chose qu'on connaît, c'est le manque à gagner, et c'est surtout la portée symbolique. L'ISF, depuis qu'il y a des débats sur l'ISF, avant c'était l'impôt sur la grande fortune à l'époque de Mitterrand, on sait que c'est marginal en termes de revenus, en termes de sommes qui reviennent à l'État. C'est vraiment un débat éminemment symbolique. J'assume cette politique parce que c'est la seule manière de faire redémarrer la production, a dit le président de la République. Bah oui, il est dans son credo libéral en disant... Donc au fond, la crise des Gilets jaunes n'a pas changé la stratégie politique du président. Il semblerait que non. Alors, il a quand même apporté une réponse à hauteur de 10, on dit maintenant 12 milliards. Il y a eu une enquête de l'Institut des politiques publiques hier qui a été présentée et qui indique que le pouvoir d'achat des personnes qui étaient les plus représentées dans le mouvement des Gilets jaunes avait évolué. Alors, probablement pas suffisamment, bien entendu, aux yeux des gens concernés, mais néanmoins, les effets se font sentir. Donc, il y a quand même eu une espèce de paquet social de plus de 10 milliards d'euros, ce qui est quand même considérable vu l'état des finances publiques. Mais derrière, Emmanuel Macron a aussi dit « Je ne vais pas baisser les yeux, me semble-t-il, pour accomplir des choses qui étaient dans mon programme ».
Donc voilà, il reste droit dans ses bottes, pour reprendre l'expression attachée à Alain Juppé. Et puis il continue, je pense, de penser intimement, d'être intimement convaincu que cette politique produira des effets. Merci Samuel Ribaud. On vous retrouve évidemment en deuxième partie de l'émission. On parlera également de ce qui se passe au Venezuela. Voilà, on va parler à présent des assises européennes de la transition énergétique qui se sont tenues toute cette semaine à Dunkerque. 20e anniversaire de ce rendez-vous consacré à la place des collectivités et des citoyens dans la transition écologique. Notre invité en duplex de Dunkerque était cette semaine Arnaud Leroy. Il est le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je lui ai posé la question, entre autres, du rôle de cette agence. Bonjour, écoutez, l'ADEME essaie de participer au débat public sur la transition énergétique et écologique. Je pense qu'il faut aussi avoir une focale un peu plus large. Et du coup, l'ADEME devient de plus en plus un peu une agence des transitions, donc s'occupant des transitions aussi dans l'alimentation, la question de la mobilité, dont on a vu l'importance, notamment pour l'émergence du mouvement des Gilets jaunes dont vous parliez juste auparavant. Donc c'est un établissement public qui s'occupe de cette transition énergétique et écologique sur l'ensemble du territoire, dans les Outre-mer, aussi en partenariat avec ses homologues européennes, pour faire avancer ce défi qui est devant nous, qui s'appelle la transition énergétique et écologique. Est-ce que vous êtes plus important qu'un ministre de l'Environnement ? Vous étiez avec François de Rugy, qui était à ses assises hier. Non, je ne suis pas plus important. Moi, je suis sous tutelle du ministère de l'Environnement et de la Recherche. Donc, les rôles sont bien clairs. C'est pas du tout, on est en lien, on travaille, on est le bras armé du ministère justement pour mettre en œuvre les politiques publiques, discuter, travailler aussi avec les collectivités locales. Donc, on est en partenariat assez fort avec l'ensemble des régions, des métropoles, de certains EPCI, parfois même des pays, pour faire justement avancer, proposer de l'expertise, des solutions, du financement pour ce sujet de la transition écologique. Alors justement, à ces assises, que s'est-il décidé avec François de Rugy hier ? Arnaud Leroy, vous êtes le patron de l'ADEME. Écoutez, décider, je pourrais peut-être pas parler comme ça, mais en tout cas, le ministre a été assez clair sur sa volonté de dialogue, notamment par rapport à la taxe carbone. Donc une volonté de partenariat, de discussion avec les associations d'élus, pour justement voir un petit peu comment on pouvait discuter du retour sur les territoires de cette contribution énergie-climat dite taxe carbone, pour qu'on puisse financer, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est un sujet aussi de financement, cette transition écologique et énergétique. On parle de 50 à 80 milliards par an nécessaires en France pour pouvoir coller à l'ambition française pour l'accord de Paris. Donc voilà, c'est un peu un élément important que je retiens du discours du ministre, qui a brossé aussi des perspectives, et surtout sur l'envie du gouvernement de continuer de garder un cap assez fort pour tenir ces engagements français en matière de changement climatique, notamment de transition énergétique. Tout ça avec une donnée sociale et solidaire importante. Je pense que ça a été dit par Patrice Vergret juste avant moi. On arrivera à faire avancer la transition écologique et énergétique si elle est solidaire, juste et comprise par l'ensemble des citoyens et des Français et des Françaises, pour qu'on puisse vraiment travailler, faire émerger des solutions, expliquer que c'est pas du tout antinomique en termes de création d'emplois, qu'on ne perdra pas nécessairement en confort, mais il faut pouvoir dialoguer, construire, et c'est quelque chose qui nous engage, en tout cas à un point de butée qui s'appelle la neutralité carbone en 2050, et c'est un élément de rappel important hier dans le discours du ministre. Arnaud Leroy, est-ce que le gouvernement a reculé sur un certain nombre de points liés à l'environnement à cause de la crise des Gilets jaunes ? On se rappelle que cette crise a démarré notamment avec les revendications sur le prix des carburants. Est-ce que le gouvernement a donc reculé ? Non, le gouvernement n'a pas reculé. Je pense qu'il y a un élément important, c'est que là, on est vraiment dans la transition. Pendant très longtemps, ça a été un élément de discours politique. Là, vous êtes dans la transition depuis quelques années, donc on voit les difficultés et la marche et les marches qu'il faut gravir pour pouvoir réussir. Donc on a eu un premier débat assez branché aussi transition écologique sur l'état généraux de l'alimentation, ou une transition agricole qu'il faut organiser dans le pays. Donc voilà, vous bousculez des modèles établis depuis plusieurs décennies. Donc c'est normal qu'il y a un peu de temps, qu'il faut installer des choses, mais reculer, non, c'est pas le mot que j'emploierais. Par contre, ce que je souligne, et moi j'étais parlementaire dans la majorité précédente, on n'est plus dans le discours, on est dans l'action de la transition écologique, donc c'est un peu plus compliqué lorsque vous passez du discours à l'action. Et c'est ce qui se passe actuellement. Arnaud Leroy, vous êtes un proche d'Emmanuel Macron, vous avez été porte-parole du candidat Macron pendant l'élection présidentielle. Est-ce que vous trouvez que le président a changé ? Est-ce que le pouvoir l'a changé depuis qu'il est à l'Élysée ? Est-ce que vous reconnaissez Emmanuel Macron que vous avez connu ? Vous savez beaucoup d'observateurs disent qu'il a changé.
Écoutez, je pense que la responsabilité d'être président d'un pays comme la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puis 5e puissance mondiale, donc c'est sûr que la fonction, le poste fait évoluer. Je pense que le poids des responsabilités vous fait regarder le monde et la France de manière totalement différente. Après, changer en son fort intérieur, je pense pas. Et moi, j'ai retrouvé le Emmanuel Macron de la campagne, des premiers temps aussi de nos rencontres, lors de ces discussions avec les maires, que ce soit à Souillac ou dans l'Eure, pour justement essayer de convaincre, comprendre et proposer des solutions, et surtout pas essayer de mégoter sur la réalité du chantier qui est devant nous. Merci beaucoup Arnaud Leroy de vous être levé tôt pour nous. Vous êtes aux Assises européennes de la transition énergétique. Merci beaucoup. Et vous êtes le patron de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous reviendrez évidemment dans notre émission. Et nous saluons nos compatriotes qui sont dans des pays étrangers, puisque nous sommes également diffusés sur TV5 Monde. Voilà, c'est Jean-Michel Aubry qui a animé ces Assises avec WEO. Il est le patron de WEO, c'est la télévision partenaire de notre émission, et c'était co-organisé avec Dunkerque, Bordeaux et le Grand Genève. Voilà, merci de nous avoir suivis en duplex de Dunkerque. Voilà la météo des territoires maintenant, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien pour Samuel Ribaud. Et ensuite le Zap Matin de Christophe Combarieux avec quoi ? Eh bien, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le président vénézuélien soutenu et renforcé dans ses certitudes par ses généraux, comme il l'a répété devant la Cour suprême ce jeudi. Je pense qu'il n'y a aucun doute à travers le monde. Donald Trump veut mettre en place son propre gouvernement anticonstitutionnel au Venezuela. C'est un coup d'État contre le peuple, un coup d'État contre la démocratie. Caracas a rompu ses relations diplomatiques avec Washington et annoncé la fermeture de son ambassade et ses consulats aux États-Unis. Le département d'État américain appelle de son côté ses diplomates non essentiels à quitter le Venezuela. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est de déconnecter le régime illégitime de Maduro et de ses sources de revenus. C'est l'image que tout un pays attendait. Depuis les tribunes jusque dans la foule ou devant la télévision d'État, chaque Congolais sait que l'instant est historique. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Joseph Kabila s'en va, sans trop s'éloigner pourtant. À la tribune, son successeur lui rend un hommage appuyé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. C'est une véritable marée blanche qui déferle sur le palais de la Nation. Les militants de l'UDPS sont venus de toute la ville en espérant pouvoir franchir ces grilles. Maboko Pembe, les mains blanches, c'est le surnom de Félix Tshisekedi. On n'a jamais trempé nos mains dans la gestion du pays. Nous ne sommes jamais tenus pour responsables de toutes les tueries qui se sont passées depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est ici, le long de la Seine, au point éphémère, que les requins chagrins se retrouvent au moins une fois par semaine. Coucou David. Ça va ? Ça va.
Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.